On va passer au thème sur le renouveau. Vous êtes prononcé en faveur d'une révolution démocratique. Vous réclamez la fin du cumul des mandats, ainsi que la transparence de la vie politique. Pourtant, vous avez voté contre le projet de loi sur l'interdiction du cumul des mandats. Mais vous vous prononcez toujours en faveur de la fin du cumul des mandats dans le temps, soit une limitation à 3 mandats nationaux successifs. Pouvez-vous revenir sur cette proposition et comment la mettre en place? Merci. Il y a des gens dans ma famille politique qui veulent absolument rétablir le cumul des mandats. Je ne les soupçonne pas d'arrière-pensée politicienne. Enfin, quand même, j'arrive pas à trouver un argument pour défendre le cumul des mandats. On me dit, mais le type qui cumule les mandats, il connaît mieux le terrain que celui qui est élu député. Enfin, nous sommes dans une république où pour être élu député, il faut être élu au suffrage uninominal à 2 tours. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut aller voir les gens, il faut leur serrer les mains, il faut les convaincre de voter pour vous. C'est pas un scrutin de liste, c'est pas un scrutin avec l'étiquette du parti politique, c'est un scrutin sur votre nom. Vous les voyez les gens, vous les rencontrez, vous les connaissez, vous êtes à leur contact régulier. Donc je ne vois pas en quoi un député qui est sur le terrain pour se faire réélire ou pour se faire élire serait moins au courant de ce qui se passe que s'il était maire, président de département ou président de région. Ensuite, je pense que le cumul des mandats pose un vrai problème de mélange des genres. Celui qui vote la loi ne peut pas en même temps diriger un exécutif local, parce que sinon il y a quand même un grand risque de conflit d'intérêts qui fasse voter la loi qui est dans l'intérêt de son exécutif local. Enfin, il y a une raison toute simple. Moi, je trouve que les citoyens ont droit d'avoir des députés à 100%, des sénateurs à 100%, et des maires à 100%. Quand on est maire de Lille, je ne sais pas comment on peut être maire d'une ville aussi importante que Lille, et puis député ou sénateur en même temps. Enfin, ça ne tient pas la route. C'est absolument indéfendable. Donc oui, je suis opposé au cumul des mandats, et rien ni personne ne me fera taire sur le sujet. Puis je pense qu'on a besoin de renouvellement dans la classe politique française. Et le renouvellement, ça ne se fait jamais naturellement. Si vous demandez à un type de céder sa place, alors qu'il est au Sénat, que c'est confortable, qu'il y a de belles dorures, c'est un beau palais, la rémunération est somme toute tout à fait acceptable, le gars ne va pas vous laisser la place. Il ne faut pas penser une seconde qu'on va vous laisser la place. Donc je pense qu'il vaut mieux prévoir des règles. La règle que je propose, c'est 3 mandats nationaux successifs, et ensuite vous laissez la place. Vous avez été député pour un premier mandat, puis pour un deuxième, puis pour un troisième. Après, plus le droit de se représenter. Et je ne vois pas pourquoi on aurait limité à 2 le nombre de mandats du président de la République, et pourquoi on n'arriverait pas à limiter à 3 le nombre de mandats d'un député ou d'un sénateur. Enfin, il y a une mesure qui me tient très à cœur, ça rejoint ce que je vous disais sur l'ENA. J'ai une petite expérience du fonctionnement de l'État français. Qui dirige aujourd'hui? C'est-à-dire qui dirige la vie politique française. Tous conscience que ce n'est pas le Parlement, que ce ne sont pas les sénateurs, que ce ne sont pas les députés, mais que c'est très largement l'exécutif. L'exécutif, c'est quoi? C'est un président de la République, c'est des ministres, c'est des cabinets derrière. Eh bien, quand vous regardez, nous sommes le seul pays démocratique au monde où tout le monde a rigoureusement la même formation. Ils sont tous passés par l'École nationale d'administration. Tous. Et quand vous regardez aujourd'hui, ça atteint des sommets. Le président de la République, promotion Voltaire de l'École nationale d'administration. La ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, promotion Voltaire de l'École nationale d'administration. Le ministre des Finances, Michel Sapin, promotion Voltaire de l'École nationale d'administration. Le secrétaire général de la présidence de la République, un poste clé, promotion Voltaire de l'École nationale d'administration. Le directeur de la Caisse des dépôts et consignations de la première banque publique française, ancien élève de la promotion Voltaire de l'École nationale d'administration. Et je peux vous en citer encore de nombreux qui occupent les mêmes postes. Et le pire de tout, c'est quand vous passez à la génération suivante, ceux qui ont 30 ans, regardez ce soir, on aura fini, je vous garantis, le reportage sur la vie à l'Élysée.
Mais c'est la même chose. On reproduit exactement le même système. Le conseiller communication du président de la République est de la même promotion de l'École nationale d'administration que le ministre des Finances, qui est lui-même de la même promotion que la ministre de la Culture, qui est de la même promotion que son mari. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Moi, j'ai rien contre les énarques. Je le suis moi-même. Je dis juste, chacun à sa place. Si un haut fonctionnaire veut faire de la politique, un haut fonctionnaire doit démissionner de la fonction publique. Il ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière en plus. C'est pas possible. Il ne peut pas être garant de l'indépendance de l'État au sommet de la fonction publique en étant haut fonctionnaire et en même temps être partisan, participer à la vie politique et être ministre, député ou sénateur. C'est pas possible. Et c'est ce reniement des principes fondamentaux qui exaspère les gens. C'est ce reniement des valeurs fondamentales de la République qui n'est plus tenable en France aujourd'hui. Vous êtes haut fonctionnaire, très bien. Mais vous êtes indépendant, vous ne vous mêlez pas de politique. Vous voulez faire de la politique, grand bien vous fasse. La politique est ouverte à tout le monde. Mais dans ce cas-là, vous démissionnez de la fonction publique. Et moi, je peux vous dire que depuis que j'ai démissionné de la fonction publique, je l'ai fait en octobre 2012, je ne me suis jamais senti aussi libre. Jamais. J'ai de compte à rendre à personne. Je ne dépends d'aucune administration. Je ne suis pas en disponibilité. Je n'irai pas reprendre un poste d'ambassadeur à la sortie, puisque je sortais du corps du ministère des Affaires étrangères. Je ne dépends plus de la fonction publique. Je ne dépends plus de l'État. Je ne dépends que de mes électeurs, que des Français et que du peuple français. Ça vous donne une liberté, une force intérieure incroyable. Évidemment, il y a tous les esprits chagrins qui vous disent « mais tu es complètement dingue. T'as renoncé à une retraite confortable. Si jamais ça se passe mal, t'as renoncé à un poste d'ambassadeur avec la résidence, le chauffeur, les petits fours, le champagne au frais. » Je m'en fous. Ce qui compte pour moi, c'est être libre. Libre, libre et libre. N'avoir de compte à rendre à personne. Et pouvoir dire aux Français, la vie que vous avez, mais moi j'ai fait les mêmes choix que vous. J'ai la même liberté que vous. J'ai la même indépendance que vous. Alors comme je ne suis pas naïf sur la possibilité de demander à tous les énarques de démissionner de la fonction publique quand ils font de la politique, eh bien on imposera toutes ces mesures par référendum, en consultant les Français. Et on verra combien de Français sont favorables au maintien du non-cumul, combien de Français sont favorables à la réduction du nombre de mandats dans le temps, combien de Français sont favorables à la réduction du nombre de parlementaires et combien de Français sont favorables à obliger les hauts fonctionnaires à démissionner de la fonction publique quand ils font de la politique. Et moi, je vous prédis un score à 80%, et encore, c'est parce que je suis pessimiste. Merci. On va maintenant se diriger vers le plus grand foyer de tension mondiale, le Moyen-Orient. Et je crois qu'il y a encore une question. Merci, ça va bien. Donc, simplement, sur cette question du renouveau, peut-être une république qui était abandonnée, mais ne serait-il pas, plutôt nécessaire de réimaginer un véritable statut de l'élu? Je sais que vous proposez de réduire le nombre de parlementaires, mais renforcer leur statut, et aussi un certain nombre de garanties, car je pense également à une disproportion de représentation, par exemple, entre les parlementaires issus du privé et ceux issus du public, quelle que soit leur catégorie et leur grade. Est-ce que cela ne passerait pas par la réalisation d'un tel statut? Alors, je suis aussi favorable à cette obligation de démission des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, ceux qui doivent donner l'exemple. La fonction publique, quand ils font de la politique, qu'un statut qui permettrait, j'aime pas tellement le mot de statut, parce que moi, quand on rajoute des statuts, je m'inquiète. Il y en a déjà tellement en France, mais je suis favorable à ce qu'on aide quelqu'un qui est salarié dans une entreprise, qui est employé, qui est cadre moyen, cadre sup, et qui veut s'engager en politique, à retrouver son poste à la sortie. Qu'il ait au moins une garantie, et je voudrais que les entreprises s'engagent là-dessus, que si leurs employés, leurs salariés font de la politique, quand ils reviendront dans l'entreprise, ils ne trouveront pas porte close. Et je trouve que c'est aux entreprises, qui ont commencé d'ailleurs pour certaines à donner l'exemple, de permettre cela. Parce que la vie politique, c'est pas une affaire de professionnels. Si vous voulez en faire, faites-en. Et moi, je ne saurais trop vous inciter à faire de la politique. Tentez votre chance. Prenez
Prenez votre destin en main, allez vous présenter, forcez les portes. Je veux vous dire, on ne vous donnera jamais rien. 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 Il faudra tout aller prendre. Donc allez prendre. Allez prendre des postes, allez prendre des fonctions, allez prendre les mandats. J'ai vu dans mon département de l'Eure, oui, je plaide pour le renouveau, et je l'ai imposé. Et ça a été dur dans mon département d'imposer le renouveau. Quand il y a eu les élections municipales en 2014, à chaque fois on a voulu me refourguer dans toutes les villes, le vieux sénateur de 72 ans, ah, tu peux pas lui faire ça, il est élu depuis 30 ans, tu peux quand même pas lui retirer sa ville. Si, je retire sa ville. Ah, mais il a 72 ans, c'est pas grave, peut-être laisser la place à quelqu'un d'autre. Mais il est là depuis 35 ans. Il a toujours été élu. Bah oui, mais il ne le sera plus. J'ai dû faire des primaires. Dans des petites villes de 5 000, 10 000 habitants, entre le vieux sénateur ou le vieux député et le jeune qui voulait se présenter, qui n'avait aucun mandat, mais qui avait son enthousiasme, qui avait sa jeunesse, au moins j'ai réussi à imposer des primaires. Ils les ont tous gagnés. Et au bout du compte, vous avez quoi? Vous avez un nouveau maire de Gisors, ville qui était communiste depuis 37 ans. Il a été élu à 26 ans, maire de Gisors. Parce que ça correspond à ce que veulent les gens. Les gens veulent des têtes nouvelles. Des gens qui ont comme seule ambition d'améliorer la situation du pays, d'améliorer la situation des villes, d'améliorer la situation des cantons, des régions, des départements. Donc allez-y, foncez. Moi je ne peux pas vous donner de meilleurs conseils. Foncez. N'ayez pas peur de quoi que ce soit. Prenez les places, on ne vous les donnera jamais. Les partis politiques sont des systèmes fermés aujourd'hui. C'est à vous de le déverrouiller. C'est à vous d'essayer de tenter votre chance. C'est à vous d'arriver avec votre énergie. Je reprends l'exemple de Gérald, il est parti, donc je vais pouvoir dire encore plus tout bien que je pense de lui. Enfin, je me souviens, vous savez, face à qui il s'est présenté. Est-ce que vous savez face à qui il s'est présenté comme député? J'entends le nom. Monsieur Van Est, connu pour ses propos très homophiles et très sympathiques à l'égard de la gente féminine. Christian Van Est a voulu se représenter. Il a imposé sa candidature. Il a dit Darmanin, jamais. C'est Van Est qui a eu une investiture. Darmanin, il s'est présenté quand même. Contre tout le monde. Contre l'avis des uns, contre l'avis des autres. Il a gagné. Il a gagné. Il a forcé son destin. Quand je me suis présenté à la présidence de l'UMP pour rappeler l'épisode que tu as mentionné tout à l'heure en 2014, et vous pensez qu'on m'a accueilli des bras ouverts? Pensez que tout le monde a dit, ah tiens c'est sympa, tu te présentes face à Nicolas Sarkozy, c'est génial. Maintenant tout le monde m'a dit, c'est pas possible, il y a Nicolas Sarkozy qui revient, il a été président du parti, c'était très bien de faire un acte de candidature en juin, mais maintenant il est en septembre, donc tu renonces à ta candidature et tu laisses tomber. Ne renoncez jamais. Ne laissez jamais tomber. Ne vous résignez pas. Vous n'imaginez pas la force que vous avez en vous. Vous ne l'imaginez pas. Vous avez une force considérable en vous. Le tout, c'est de jamais vous coucher. Voilà, ne vous couchez jamais. Vous restez debout. Il vaut mieux se prendre un coup pleine face parce que vous êtes resté debout que de ne pas avoir pris de coup parce que vous êtes couché. Je peux vous garantir, vous en porterez très bien. Merci. Est-ce qu'on peut avoir une deuxième question? Non? Oula. Après, il restera tout à partie international. Vous n'y couperez pas. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Je suis très sensible à votre discours sur le non-cumul des mandats. Je vous posais simplement une question, notamment, je ne veux pas faire d'attaque à Bonne, mais que pensez-vous, par exemple, pour le cas de Rachida Dati, qui est avocate et députée européenne, ne pensez-vous pas qu'il peut y avoir là des conflits d'intérêts qu'il faudrait questionner? Alors, je ne vais pas rentrer dans les cas particuliers, je vais répondre rapidement à cette question. La France n'a pas la culture du conflit d'intérêts et elle a tort. Et je pense que vous avez deux voies dans lesquelles il faut qu'on avance. D'abord, le renouvellement de la classe politique française, par les mesures que je propose. Et le deuxième sujet sur lequel il faut que nous travaillions, c'est la question du conflit d'intérêts. Pour que vous puissiez avoir des élus qui puissent continuer à travailler dans le secteur privé s'ils le souhaitent, parce que ça me paraît utile, mais sans qu'il y ait de conflit d'intérêts. Nous n'avons absolument pas cette culture-là en France, il faut la développer.
Je prends une dernière question sur le sujet, puis on passe aux questions internationales. Non, c'est bon, plus de questions. On est bon? On est bon. On va donc s'intéresser maintenant à la plus grande zone de tension mondiale, le Moyen-Orient, avec la question de Daesh. Vous êtes prononcé en faveur d'une intervention au sol. Et plusieurs spécialistes dénoncent un risque d'enlisement, comme on a pu connaître, comme les États-Unis ont pu connaître en Irak, en Afghanistan. Qu'en pensez-vous là-dessus? Et au vu de la situation, de la complexité de la lutte contre Daesh et donc de cohésion internationale, ne devrions-nous pas ne plus nous limiter à nos alliés traditionnels de la région, qui sont Israël, l'Arabie Saoudite, donc c'est le jeu ambigu, l'extrémisme sunnite vaut mieux que le chiisme, pour ce pays qui suit très orthodoxe, et la Turquie, qui a récemment déclaré la guerre à l'organisation de Daesh, mais qui en profite plus pour bombarder les tours. Et donc enfin se tourner vers l'Iran, qui a plus à craindre que l'expansion de Daesh, en tant que leader régional de la mondiale du chiisme, et renforcer notre coopération avec Moscou. Alors, c'est pas un sujet simple, mais c'est un sujet majeur pour chacun d'entre vous, parce que c'est votre sécurité qui est en jeu. Et plus le sujet est compliqué, plus il faut définir clairement quel est l'objectif stratégique. Je vais donner l'objectif stratégique sur l'éducation, sur le renouveau politique. En matière de politique internationale, pour moi, la priorité absolue, c'est d'en finir avec le terrorisme islamiste. Et toute notre action internationale doit être pensée par rapport à ça. Comment est-ce que l'on éradique le terrorisme islamiste? Et je ne suis absolument pas d'accord avec tous ceux qui pensent qu'il suffit d'attendre, de laisser faire, et que ça disparaîtra tout seul. Tous ceux qui m'expliquent qu'en luttant contre le terrorisme islamiste, on nourrit le terrorisme islamiste, je ne suis pas d'accord avec cette analyse-là. Je pense au contraire que Daesh aujourd'hui est une menace sans précédent. C'est un État. Il a des ressources financières. Il a des ressources pétrolières. Il constitue une menace directe pour nos alliés, pour nous-mêmes en France. Et donc on ne peut pas le laisser s'étendre. On ne peut pas. Le jour où Daesh menacera le Liban, on fera quoi? Le Liban, ce n'est pas un État ami de la France. C'est un État frère. C'est un État frère, le Liban. Quand vous allez au Liban, vous allez à Zarlé, à 60 km à l'est de Beyrouth. J'y étais il y a 3 mois. Et du village de Zarlé, vous avez des montagnes en face. Et sur les montagnes, vous voyez les drapeaux noirs de Daesh. Ils ne sont pas à 100 km, pas à 50 km. Ils sont à 2 ou 3 km. On veut laisser Daesh s'étendre et prendre possession du Liban demain? Moi, ça me paraît impossible. Donc je pense qu'on n'a pas le choix, sinon intervenir. Et si nous n'intervenons pas, qu'est-ce qui se passera? Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, qui est une humiliation pour notre pays. C'est la Russie et l'Iran qui prennent les choses en main. C'est pas Vladimir Poutine qui devrait discuter aujourd'hui avec Barack Obama. C'est François Hollande. C'est Angela Merkel. C'est David Cameron. Honte aux Européens. Honte aux Européens de leur lâcheté face à la menace islamiste. C'est bien gentil d'aller dire qu'il y a des dizaines de milliers de réfugiés qui arrivent et qu'il faut les accueillir à bras ouverts. Moi, j'aimerais que ces États européens prennent conscience que le monde est cruel, que la violence historique, ça existe, et que si on veut éviter des millions de réfugiés dans les années qui viennent, il faut régler la cause du problème. Et donc en finir avec Daesh. Et qu'on ne peut pas laisser la Russie remplir cette responsabilité à notre place, nous, Européens. Moi, je vous dis très sincèrement ce que j'en pense. Je n'en peux plus de cette Europe qui s'est repliée sur elle-même, qui ne veut plus voir le monde tel qu'il est, qui n'a plus le courage d'intervenir, qui laisse la Russie, les États-Unis, n'importe qui d'autre intervenir à notre place. C'est nous qui sommes concernés. La Syrie, c'est un ancien protectorat français, c'est à quelques centaines de kilomètres de chez nous. C'est à nous de régler le problème. C'est à nous de prendre l'offensive. C'est à nous de créer une coalition internationale. Aujourd'hui, c'est la Russie qui le fait. Elle le fait main dans la main avec l'Iran. Qu'est-ce qui va se passer? L'Iran, qui a déjà obtenu la possibilité de revenir dans le jeu international par l'accord sur le nucléaire iranien, va encore plus étendre son influence par l'intermédiaire de la Russie, car aujourd'hui ce sont les troupes iraniennes, des Pasdaran, qui sont au sol pour lutter contre Daesh. Et vous allez avoir un géant iranien dans le Moyen-Orient
qui va finir par menacer nos propres alliés, Israël en premier. Il y a 3 semaines, j'ai discuté pendant 1 heure avec M. Netanyahou, Premier ministre israélien. Il m'a dit, mais vous êtes aveugle? Vous ne voyez pas en Europe ce qui se passe? Vous allez nous laisser face à l'Iran tout seul? Et Daesh, vous pensez que Daesh va tomber tout seul? Mais quand est-ce que vous allez intervenir? Quand est-ce que vous allez faire quelque chose? Alors évidemment, je me suis dit, c'est le Premier ministre israélien, M. Netanyahou. Il a peut-être des positions un peu brutales. Mais le lendemain, je suis allé voir le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Il m'a tenu le même langage, me disant Daesh est en train d'investir la bande de Gaza. Mais vous faites quoi? Vous êtes qui, vous les Européens? Vous êtes qui? Des États qui font du commerce, qui savent gagner de l'argent, mais qui sont incapables de défendre leurs valeurs et leurs idées les plus fondamentales? Voilà ce que nous sommes en train de devenir. Un continent mercantile, incapable de défendre ses valeurs, ses principes les plus fondamentaux. Moi, j'appelle à une Europe qui est capable de défendre ses intérêts politiques. Il ne s'agit pas d'être va en guerre. J'ai jamais proposé que la France envoie toute seule un contingent de 5 000 ou 10 000 hommes en Syrie. Ce serait absurde. Je dis juste que ça aurait été à la France, avec l'Allemagne, avec la Grande-Bretagne, de prendre l'initiative de dire nous sommes menacés par Daesh, par le terrorisme et par les réfugiés. Nous voulons une intervention militaire. Nous demandons une coalition internationale. Ça aurait été à la France de demander à l'Arabie Saoudite de rendre des comptes sur la duplicité qu'elle entretient avec un certain nombre de réseaux islamistes. Parce que moi, ça ne me plaît pas que la France ait choisi comme premier partenaire dans le Golfe un pays, l'Arabie Saoudite, qui bafoue les droits de l'homme, qui condamne à mort un gamin de 17 ans, qui ne respecte aucun des droits des femmes, et qui entretient des relations de collusion avec un certain nombre de filières islamistes. Ça ne me plaît pas, et je pense que c'est un mauvais choix stratégique pour la France. Un mauvais choix. Donc oui, ça aurait été à nous de prendre l'initiative, et je trouve un peu pathétique ces bombardements décidés à la dernière minute, où on envoie contre un camp quelques bombes, uniquement pour montrer qu'on existe encore. Qu'au moment où Poutine et Obama discutent ensemble, la France n'est pas totalement larguée. On est encore un petit peu dans le jeu. C'est trop tard, et c'est trop peu. Et en politique internationale, encore plus qu'en politique nationale, quand vous faites les mauvais choix, vous le payez très cher. Parce qu'il n'y a pas de sentiment en politique internationale. Aucun. Il n'y a que des intérêts. Il n'y a pas d'amitié. Il n'y a que les intérêts d'une nation ou d'une autre. Eh bien moi j'estime que l'Europe n'a pas su défendre suffisamment ses intérêts sur ce sujet. À tous ceux enfin qui me reprochent d'être un va-t-en-guerre, de faire des propositions qui ne tiennent pas la route. Moi je constate simplement que le travail que nous n'avons pas voulu faire, c'est la Russie qui va le faire. Et que nous aurons, comme disait Churchill, à la fois la défaite et la honte en plus, de devoir négocier avec un Bachar el-Assad que la Russie va remettre dans le jeu, parce qu'on n'a pas su intervenir au bon moment. À tous ceux qui disent que je suis un va-t-en-guerre, c'est les mêmes qui en 2003, quand avec Dominique de Villepin et Jacques Chirac, je m'opposais à la guerre en Irak, c'est les mêmes qui me disaient on ne peut surtout pas barrer la route aux États-Unis d'Amérique. Les mêmes atlantistes qui sont à plat ventre devant les États-Unis dès qu'ils élèvent la voix. Les mêmes qui en 2003 me disaient il ne faut surtout pas contrecarrer les visées de George Bush et des Américains. Ils veulent aller en guerre en Irak, allons en guerre en Irak. Moi à l'époque j'ai dit non. Moi à l'époque j'étais au Conseil de sécurité des Nations Unies. J'ai apporté la preuve au président de la République, au ministre des Affaires étrangères de l'époque, que l'Irak n'était pas une menace. Et qu'il n'y avait absolument aucune arme de destruction massive en Irak, et que par conséquent, attaquer l'Irak, c'était semer le désordre dans la région, sans renforcer du tout notre sécurité. Donc j'ai pas de leçon à recevoir de ces gens qui en 2003 voulaient partir en guerre contre un État qui ne représentait pas une menace, et qui aujourd'hui, tout simplement parce que les États-Unis, Barack Obama, ne veulent pas intervenir en Syrie, disent qu'il ne faut pas intervenir non plus. Merci. Des questions ? Bonsoir. Vous avez dit l'instant que en 2003 vous étiez opposé à l'intervention en Irak, mais le fait est qu'ils y sont allés quand même, et qu'aujourd'hui Daesh contrôle 70% du territoire de l'Irak.
Donc, est-ce que vous pourriez... Vous m'entendez pas? Parle plus au micro. J'ai dit qu'ils étaient allés tout de même, malgré l'opposition de M. le maire et de Villepin, les États-Unis étaient allés quand même en Irak, et qu'aujourd'hui Daesh contrôle 70% du territoire de l'Irak. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer concrètement comment la France peut aujourd'hui peser sur la scène internationale? D'abord, je n'ai pas la prétention qu'en 2003 ce soit mon opposition qui ait changé quoi que ce soit. Moi, j'ai fait un seul truc, mais c'est vrai que j'en suis fier. C'est que pendant des mois, j'ai analysé tous les rapports des services secrets, de la DGSE, de la direction du renseignement militaire, les photographies, les scans, les films, sur la moindre parcelle de territoire irakien. Ça a été des mois et des mois de boulot. Et la conclusion à laquelle nous sommes arrivés, avec tous les experts de l'époque, c'était il n'y a pas d'armes de destruction massive. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de missiles, il n'y a pas d'armes chimiques, il y a encore moins d'armes nucléaires qui demandent un degré de sophistication extraordinairement élevé dans un pays qui était soumis à des sanctions depuis 10 ans et qui était complètement exempt. Il n'y a pas d'armes de destruction massive. Je me souviens, en 2003, quand Colin Powell, le secrétaire d'État américain, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode, a convoqué toute la presse internationale, toute la communauté internationale, aux Nations Unies, et qu'il a brandi cette fiole, en disant « This is Anthrax ». Avec cette petite cartouche, vous pouvez tuer l'équivalent d'un village de 5000 personnes. J'étais assis, il y avait M. Powell, M. Panetta, le directeur de la CIA de l'époque, l'ambassadeur américain de l'époque, le directeur politique américain de l'époque. Dominique de Villepin était assis juste à côté. Moi, j'étais juste derrière. Je me suis penché vers lui. Et je lui ai dit, il n'y a pas d'anthrax. Il n'y en a pas. C'est lourde responsabilité quand vous avez les États-Unis d'Amérique, la première puissance mondiale, une grande démocratie, un pays allié, ami, et que j'aime profondément, un homme respectable, parce que Colin Powell était un homme infiniment respectable, qui vous dit il y a des armes de destruction massive. Ben, c'est une lourde responsabilité d'aller dire au ministère des Affaires étrangères, je vous le garantis, il n'y en a pas. Quand il montrait les photos de camions bâchés, devant tous les photographes du monde entier, qui ont fait la une de tous les journaux, de tous les 20 heures le lendemain, en disant que ce sont des camions de fabrication d'armes biologiques. Photos truquées. Mensonges complets. Manipulation de bout en bout. Je peux vous dire, vous avez intérêt à être sûr de vous quand vous vous penchez vers le ministre des Affaires étrangères français et vous lui dites, c'est pas des camions de fabrication d'armes biologiques, c'est des camions de transport de blé. Parce que c'était des camions de transport de blé. Donc c'est ça, à un moment donné, la vie politique. Ce sont des choix, c'est des décisions, elles peuvent être bonnes, elles peuvent être mauvaises, mais il faut savoir les assumer. Alors ensuite, qu'est-ce que la France peut faire? Elle peut faire beaucoup. Là aussi, pas de résignation, pas de fatalisme. Quand nous nous sommes opposés à cette guerre en Irak, qu'est-ce qui a fait que nous étions forts? C'est que nous avons constitué un axe qui n'a jamais bougé avec la Russie et avec l'Allemagne. Nous étions trois. L'Allemagne, la Russie, la France, la Russie, l'Allemagne. À aucun moment, aucune décision n'a été prise sans que le chancelier Schröder et le président russe de l'époque ne soient avertis. J'ai participé à toutes les réunions. J'ai vu la manière dont ils discutaient ensemble. Solidarité totale. Bien quand vous avez l'Allemagne, la Russie et la France ensemble, ça pèse. Et vous voyez dans le cas d'espèces syriens, comme on savait que la Russie voulait intervenir, et qu'on le sait depuis longtemps, je pense qu'il aurait été préférable que la France travaille avec la Russie, convainque l'Allemagne de se joindre, et que reconstitue une même capacité politique de poids. La Russie, plus l'Allemagne, plus la France, ensemble, qui disent Daesh, il faut en finir, ça pèse. Ça pèse lourd. Mais à aucun moment cette initiative politique-là n'a été prise. Le reproche que je fais, c'est celui-là. C'est qu'on n'a rien tenté. On peut échouer. Je vais même vous dire, c'est bien d'échouer dans la vie. Mais on ne peut pas ne pas tenter. Ceux qui n'ont jamais échoué, c'est ceux qui n'ont jamais rien tenté. Il vaut mieux échouer que de ne pas tenter. Et sur la question syrienne, j'estime qu'on n'a rien tenté de ce qui était nécessaire. Attendez, monsieur a déjà eu la parole, donc on va essayer de la distribuer. C'est rien contre vous, hein, c'est juste par esprit démocratique.
Salut, une question à vous poser. Pour vous, je voulais savoir quelle était votre position par rapport à Bachar el-Assad et quel rôle aurait-il à mener dans cette coalition ou non? Bachar el-Assad est un des responsables de Daesh. Bachar el-Assad a bombardé sa population et continue à faire semer la terreur dans la population. Je n'ai aucune espèce d'amitié pour Bachar el-Assad. Aucune. J'avais rencontré son père, Hafez el-Assad, il y a quelques années. Et je sais le poids qu'a cette dynastie alaouite sur la sienne. Simplement, le rôle d'un responsable politique français, c'est avant tout de penser aux intérêts des Français. Et pour moi, l'intérêt premier des Français, c'est leur sécurité. Et vous n'aurez pas de sécurité, je vous le garantis, c'est en tout cas une conviction forte chez moi, tant que Daesh continuera à prospérer. Donc pour moi, la priorité absolue, c'est l'élimination de Daesh. Ce qui est terrible en politique internationale, je vous le dis avec beaucoup de passion, parce que c'était mon deuxième métier, le métier de prof de français, que j'ai adoré ce métier. Adoré. Mais vous êtes toujours face à des choix cornéliens. Toujours. C'est des déchirements très profonds, la politique internationale. On a tous l'esprit, les images de réfugiés. On imagine tous, je ne pense même pas qu'on puisse imaginer en fait, ce que peut vivre une famille syrienne aujourd'hui qui est bombardée soit par la mer régulière, soit par Daesh. C'est intenable. Mais si vous rentrez dans ce mode de raisonnement-là, vous ne jouez plus votre rôle de responsable politique au service des Français. Ma responsabilité, c'est de me dire quel est l'intérêt de la France. L'intérêt de la France est que Daesh disparaisse. Parce qu'il y a 500 combattants français aujourd'hui dans l'État islamique. Parce qu'ils peuvent revenir. Parce qu'ils iront frapper. Et parce que, ne vous faites aucune illusion, le fait que Daesh soit fort, puissant, qu'il massacre, qu'ils envoient des vidéos, aussi horribles que ça puisse paraître, ça séduit. Le fort séduit. Le faible ne séduit jamais. Et en politique, c'est une règle absolue. En politique internationale, une règle encore plus absolue. Le fort séduit, le fort attire, le faible ne séduit pas, et le faible détourne de lui. Donc dans le choix cornélien qu'il y a à faire, moi j'assume totalement le choix. Priorité absolue, l'élimination de Daesh. Je ne vous dis pas que Bachar el-Assad restera en place, je me dis que le temps fera aussi son œuvre. Et que si on arrive à se débarrasser de Daesh, on pourra peut-être avoir une perspective politique pour la Syrie. On pourra peut-être trouver les moyens d'un compromis pour la Syrie, sans que Bachar el-Assad reste au pouvoir. Mais si vous faites du maintien ou du départ de Bachar el-Assad un préalable à toute négociation, vous n'interviendrez pas et vous ne ferez rien. C'est ce qui s'est passé. Eh bien, entre ne rien faire ou se donner des moyens d'éliminer Daesh, quitte à prolonger encore le maintien au pouvoir de Bachar el-Assad pour quelques semaines ou pour quelques mois, j'assume mon choix. Il faut se débarrasser de Daesh et régler les questions politiques syriennes ensuite. Monsieur derrière, on va vraiment essayer de ne pas reprendre des très bonnes questions, hein, c'est pas le sujet, mais allez-y monsieur. Bonsoir. Donc vous nous avez parlé de l'importance de traiter de la cause de la crise des réfugiés, qui est donc les tensions au Moyen-Orient. Mais qu'en est-il du symptôme, c'est-à-dire des centaines de milliers de familles qui sont en Europe, rejetées par les différentes polices des différents pays européens, qui se rejettent chacun ces personnes. Et donc, comment mettre en adéquation les valeurs que nous irions défendre éventuellement dans une coalition militaire en Syrie avec le traitement de cette crise des réfugiés? J'arrive à les frustrer parce qu'on me dit qu'après je dois filer. Bon, je prendrai une toute dernière question quand même. Le problème, c'est que vos questions sont de plus en plus difficiles. Hein. Plus facile de m'interroger sur le cumul des mandats que sur la question des réfugiés et des choix qu'il y a à faire. D'abord, je le redis, ne pas traiter la cause des départs, c'est une vraie faute politique, majeure. Et je pense que l'Europe, dans le jugement que l'histoire portera sur cette crise,
Elle portera une lourde responsabilité de n'avoir pas su traiter les causes du problème et d'avoir laissé la Russie et l'Iran les traiter. Elle portera une lourde responsabilité aussi de ne pas avoir su contrôler ses frontières extérieures. Parce que là aussi, je l'assume totalement. Si vous laissez rentrer librement des centaines de milliers de réfugiés dans tous les pays européens, vous allez à la crise politique majeure et à l'explosion de l'Union européenne. L'explosion de l'Union européenne, c'est quoi? C'est la disparition du projet européen au profit du rétablissement des nations. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Quand la Hongrie ferme ses frontières, quand la Pologne veut se barricader, quand l'Autriche veut se barricader, tout simplement parce qu'il n'y a aucune assurance que les frontières extérieures de l'Union seront contrôlées. Je ne mésestime absolument pas le malheur des réfugiés et je pense que nous devons en porter une part. Mais je dis bien une part. Et si vous voulez faire comprendre aux Français que nous devons porter une part de ces réfugiés, parce que c'est effectivement des destins personnels qui sont bouleversants, parce que ce sont des hommes, des femmes, des enfants qui ont fui des situations que nous ne pouvons même pas imaginer. Mais si vous voulez pouvoir le faire, il faut que chaque Français puisse se dire que c'est un choix et que ça n'est pas subi. Que c'est une volonté des citoyens français et du gouvernement français et pas le fruit de l'incapacité de l'Union européenne à contrôler les frontières. Alors moi je maintiens, là aussi, quitte à faire de la réelle politique et de dire un peu durement, il y a deux conditions à l'accueil des réfugiés. La première, c'est que ce soit un choix et donc que les frontières extérieures de l'Union soient contrôlées et pas quelque chose de subi. Et puis la deuxième, que ça explique aussi pourquoi nous en sommes là aujourd'hui, c'est que ceux qui n'ont pas le statut de réfugié ne restent pas en France. Les réfugiés vont avoir l'asile. Et je ne crois pas du tout nécessaire de créer un nouveau statut de réfugié de guerre, ou je ne sais pourquoi. Ceux qui ont l'asile et qui le méritent, on doit pouvoir les accueillir dignement en France. Mais vous ne pourrez pas le faire si ceux qui sont déboutés du droit d'asile restent en France, sont logés en France, leurs enfants éduqués en France. La règle du droit, elle ne peut marcher que si elle est respectée quand c'est oui et quand c'est non. Si la règle de droit n'est respectée que lorsque c'est oui et pas quand c'est non, elle devient insupportable pour tous les autres Français. Et dans un pays qui souffre, où il y a plus de 5 millions de personnes qui cherchent un emploi, où il y a autant de difficultés sociales, autant de misère, autant de vies qui sont dures pour des millions de Français. Et je pense que vous le voyez, comme je le vois comme responsable politique, vous avez sacrément intérêt à tenir ferme la barre des droits et des devoirs. La France peut accueillir un nombre limité de réfugiés. La France peut donner l'asile à un certain nombre de Syriens qui sont menacés, à condition que ce soit un choix. Et à condition que ceux qui sont déboutés du droit d'asile ne restent pas en France. Pour moi, c'est la seule ligne qui permet aujourd'hui de concilier la responsabilité, la dignité des personnes et l'humanité qui fait partie effectivement de notre patrimoine national. Une toute dernière question ? Oula. Là, je donne la préférence. Bonsoir. Donc ma question, ce serait pour vous, il y a une nette différence donc, entre les migrants économiques et les migrants politiques, mais vous ne pensez pas que tout ça c'est un peu lié finalement, la politique, l'économique, que quand il n'y a pas une bonne situation économique, il ne peut pas avoir de bonne situation politique, et inversement? Si, bien sûr. Je ne vais pas vous contredire là-dessus. On a parlé de la question des réfugiés. On pourrait parler aussi des 400 à 600 000 personnes qui attendent aujourd'hui en Libye, d'arriver en Europe, tout simplement parce qu'ils ont fui la misère, l'absence de développement économique et l'incapacité à vivre dignement dans son pays. Une chose qu'on ne doit jamais oublier. Jamais. Jamais. Personne ne quitte son territoire, avec femme et enfants, dans des conditions aussi précaires, en risquant sa vie, par choix. C'est pas un choix. C'est justement parce qu'ils n'ont pas le choix qu'ils font ça. Et ça demande de notre part un minimum de dignité dans la manière dont on les accueille, dont on traite le sujet,
et surtout la capacité à voir un peu plus loin que le bout de son nez. En se disant, si on ne traite pas les causes, que ce soit le développement économique, comme vous le dites très bien, la capacité à avoir un meilleur développement économique entre l'Europe et les pays africains, et les questions de conflits mondiaux ou de conflits locaux, on ne réglera pas le problème. Pardon d'avoir été un tout petit peu long, on a beaucoup débordé. Je voudrais juste pour terminer, je te laisse la parole tout de suite, vous dire que ça me touche beaucoup que vous soyez venus aussi nombreux. C'est extrêmement intéressant pour moi de pouvoir échanger comme ça. Je regrette de ne pas avoir pu répondre à toutes les questions que vous vouliez poser. Donc ce que je vous propose, c'est de revenir dans quelques mois. Pas très bien ce que je ferai à ce moment-là. Il n'y a pas de problème. Et comme ça, on pourra répondre à nouveau à toutes les questions que vous pourriez poser sur tous les sujets qui peuvent vous intéresser. En tout cas, merci à tous de votre attention.